S'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux. Et donc après avoir en première partie de matinée choisi une optique, sinon nationale, en tout cas géographique, pour réfléchir à la constitution du cabinet d'estampes modernes. Donc cette deuxième partie de la matinée sera consacrée à d'autres angles d'attaque, si je puis dire, autour de cette collection, avec des ensembles cette fois constitués par technique. Donc une première intervention de Nathalie Müller, puis une intervention qui a été filmée de Natalia Lauricella sur la lithographie. Donc Nathalie Müller travaille à la bibliothèque de l'INHA, où elle est responsable de la collection d'estampes modernes, donc en prise directe avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et elle assure à ce titre la régie des expositions au service du patrimoine. Elle a également assuré en 2021, aux côtés de Caroline Oliveira et Rémi Cariel, le commissariat de l'exposition Pierre Gatier de l'élégance parisienne aux rives de l'Oise, donc au musée d'art et d'histoire Louis Sanlingue de l'Isle-Adam, et qui avait déjà été l'occasion d'une journée d'études sur l'estampe, qui a décidément beaucoup d'actualité ces derniers temps, donc sur l'estampe comme médium collaboratif. Elle a également, parmi ses plus récentes contributions, publié un essai dans le catalogue de l'exposition Degas en noir et blanc, donc qui s'est terminé il y a peu à la BNF. Son intervention d'aujourd'hui est intitulée donc, « Le bois gravé dans le cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, tradition et modernité ». Peut-être sera-t-il question de primitif. Je vous en prie. Bonjour. Donc c'est en tant que bibliothécaire chargée de collection que j'interviens ici. Donc plutôt qu'un exposé, je vous propose une petite promenade dans les bois, ceux de la BAA, pour essayer d'avoir en tête un panorama de ce qui est conservé dans cette technique. Alors, j'ai choisi d'étudier la gravure sur bois dans le cabinet d'estampes pour deux raisons principales. Parce que c'est une technique qui connaît une évolution particulièrement intéressante à la charnière du 19e, 20e siècle, et donc au moment même de la création par Doucet de ses collaborateurs du cabinet d'estampes. Et d'autre part, parce que ce sujet transverse me permet d'exhumer des tiroirs des artistes peu connus, en dehors des grands noms dont on a beaucoup parlé, qui sont toujours à l'affiche des expositions, des artistes qui ont malgré tout eu un rôle important dans la gravure et dans celle de la constitution de ce cabinet. Je ne pourrai bien sûr pas tous les évoquer, mais j'essayerai de prendre quelques exemples significatifs. Avant de commencer, je voudrais aussi resituer le cabinet d'estampes modernes au sein de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, car même si ce cabinet constitue une entité, il est partie prenante d'un projet plus vaste, celui de la Bibliothèque d'art. Dans ce sens, je me permets donc de rappeler brièvement la constitution conjointe d'un cabinet d'estampes anciennes. D'abord, j'avais passé une petite diapo pour dire que tous les documents que je vais présenter au niveau archives sont issus du cabinet des archives du cabinet de Clément Janin, et toutes mes images sont des documents conservés à la bibliothèque. Donc, le cabinet d'estampes anciennes qui comportait et comporte encore actuellement environ 2500-3000 pièces a été constitué grâce à Jacques Hérold, érudit, spécialiste de la manière noire et de la gravure en couleur du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de grands noms, comme ceux que l'on peut voir rassemblés par Dutuit et que l'on a vu dernièrement au Petit Palais, pas de Rembrandt, de Callot, de Dürer, mais beaucoup de petits maîtres dont les planches permettent d'offrir un panorama des différentes techniques. La manière noire, le procédé Leblond de la trichromie, les gravures de Gauthier d'Agoty, la gravure à la manière de dessin, celle de Louis Marin-Bonnet, et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les camaïeux sur bois. Donc, je vous ai montré un exemple du graveur italien sur bois Ugo da Carpi, le Diogène d'après le Parmesan. Donc, ces planches d'Ugo da Carpi constituent les plus anciennes estampes en couleur de la bibliothèque, datant des premières décennies du XVIe siècle, réalisées selon la technique du camaïeux, appelée aussi clair-obscur ou chiaroscuro. Donc, le motif est gravé sur bois sur plusieurs plaques, ancrées, chacune d'une teinte différente, et elles sont imprimées l'une après l'autre sur la même feuille, mettant en évidence des aplats de couleurs variés et des blancs.
Cette collection d'estampes anciennes est complétée aussi par des recueils d'ornements, des livres de fêtes, des traités d'architecture qui montraient l'importance de l'estampe pour l'art et l'art décoratif. Il faut encore y ajouter les livres illustrés, choisis surtout à cause de leur intérêt pour l'histoire de la gravure, comme les 40 incunables présents dans la collection. Je vous ai montré un exemple aussi ici, le Sacre du roi, très chrétien, Louis XII de ce nom. Et on a aussi énormément d'ouvrages datant de la première période du XIXe siècle, gravés sur bois debout, puisque dès 1830, il y a une explosion de cette technique dans les périodiques, notamment le magasin pittoresque, les musées des familles. Je ne m'étendrai pas plus, mais c'était pour resituer un petit peu quand même la gravure sur bois en dehors du cabinet d'estampes modernes. Un autre aspect très important est l'arrivée dans les années 1910 d'une soixantaine d'albums d'estampes japonaises, dont a longuement parlé Christophe Marquet dans la communication du printemps dernier. Mais je tenais aussi à remettre deux exemples, l'un d'Hiroshige et l'autre de Masanobu, puisque l'entrée de ces albums xylographiques de l'époque Edo aura une influence très importante sur les graveurs, et notamment sur les graveurs sur bois, comme on le verra plus tard, qui découvrent les possibilités nouvelles de la couleur au travers de ces images exotiques. Ceci étant posé, l'élaboration d'un corpus de travail s'est révélée beaucoup plus compliquée que je ne le pensais, parce que d'une part, les artistes ayant travaillé sur le bois n'ont pas travaillé que sur le bois, mais ont aussi exercé à l'eau forte, plus que dans la lithographie, et que les gravures ne se trouvent pas seulement dans les estampes en feuilles cotées en OEM, mais il y en a aussi énormément dans les ouvrages illustrés et dans les portfolios de la bibliothèque. Donc ça a été un petit peu un casse-tête, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour essayer de faire des regroupements. Donc j'ai élaboré j'ai estimé 3 gros corpus numéraires d'artistes qui se sont illustrés dans la gravure sur bois: Paul-Émile Colin, Auguste Lepère et Jean-Émile Laboureur. En 1918, au moment de la donation de la bibliothèque à l'Université de Paris, il y avait environ 10 000 estampes en feuilles. Donc 2616 en 1911 au 1er septembre, 4025 au 31 décembre et jusqu'à 10 000 en 1918. Et j'ai estimé environ, en faisant une extraction par technique, que près d'un cinquième des planches, un cinquième à un sixième des planches, sont des gravures sur bois. Paul-Émile Colin, Auguste Lepère, Jean-Émile Laboureur, de par leur nombre, constituent presque un dixième de cette collection, surtout à cause de Paul-Émile Colin. Je ne reviendrai pas spécialement sur Paul-Émile Colin puisqu'on en a parlé longuement. Je passe juste rapidement deux slides. Je m'étendrai un peu plus donc sur Auguste Lepère, puisque c'est le parfait représentant de cette tendance du renouveau de la gravure sur bois, puisqu'il est passé de la gravure de reproduction et d'illustration dans la presse, il a énormément travaillé dans le monde illustré notamment, donc passage de la gravure d'illustration à la gravure originale. Et on a un corpus très important, donc 671 entrées estampes, 13 livres anciens, rares et précieux dans le catalogue, et beaucoup d'archives dans le fonds de Clément Janin. On sait que les acquisitions ont débuté dès 1908 pour cet artiste. Donc on a des factures de 1908 de chez Strolin jusque 1913. Donc en 1908, chez Strolin, 40 pièces ont été achetées pour 4 395 francs. En 1911, chez Sagot, de nouveau
8 625 francs dépensés pour des achats de Lepère, en 1912 300, en 1913 1250. J'ai comptabilisé un total d'environ 25 000 francs dépensés pour l'acquisition de planches donc d'Auguste Lepère. C'est un artiste qui a été important. En 1902, donc, la grande exposition organisée par La Plume qui a eu lieu à l'École des Beaux-Arts a bénéficié du frontispice élaboré par Auguste Lepère, donc exposition qui s'appelait « 5 siècles de gravure sur bois de 1923 à 1902 ». Alors, pourquoi un tel engouement pour Lepère? C'est qu'il est déjà très connu grâce à de nombreux articles. Dès 1892, Roger Marx, dans les Graphischen Kunst, a écrit sur lui. En 1904, Léonce Bénédite, dans la revue Art et Décoration, a fait un éloge admirable aussi de cet article. Je vous cite quelques lignes. Ce fut un spectacle admirable. Le bois se fit indépendant à l'instar des autres modes de gravure et prit sa place très large, très grande, très brillante dans le monde nouveau et vivant de l'estampe originale, dernier avatar des luttes de la gravure. Son champion, le plus actif, le plus vaillant, son chef et son porte-étendard à la fois, fut Lepère. Il résume en lui l'histoire de la gravure sur bois depuis 30 ans. Et ce qui fait l'originalité de sa physionomie dans cet art propre, ce n'est pas seulement qu'il a été l'artiste le plus complet, le plus libre, le plus audacieux et le plus vivant, c'est aussi qu'il a poursuivi une carrière en apparence paradoxale et contradictoire, mais qui témoigne de la sûreté de son intelligence artistique et de son jugement. On ne peut pas faire éloge plus grand. Clément Janin a également écrit dans l'Annuaire de la gravure française en 1911, dans Le Siècle en 1911, et chose importante, dès 1905, Auguste Lepère a eu un droit à un catalogue raisonné par Lotz Brissonneau, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes vivants. Donc là, j'ai mis quelques exemples avec les factures correspondantes surlignées en bleu. Donc 150 francs quand même, ou 300 francs pour l'avenue des Champs-Élysées. Ce sont des sommes relativement considérables pour un artiste tel que Auguste Lepère. Le portrait est paru dans La Plume, je crois. À titre de comparaison, j'ai mis cette facture de Sagot où on voit que certaines estampes de Marie Cassatt, certes des pointes sèches, donc pas les aquatintes en couleur, sont estimées à 60-45 francs, alors que les estampes de Lepère vont de 75 à 150 francs sur cette facture. À la fin du XIXe siècle, la gravure en couleur des Japonais semble avoir aussi constitué une sorte de défi technique et esthétique pour les xylographes français qui voulaient se faire reconnaître comme graveurs originaux. Et c'était spécialement le cas d'Auguste Lepère, qui a expérimenté une nouvelle manière de graver en simplifiant ses formes et en utilisant des encres à l'eau comme les Japonais, avec 2 exemples sur le panneau. Cet autre exemple qui montre qu'il a travaillé dans des domaines très différents, de ces gravures de reproduction du monde illustré jusqu'à cette fille aux peaux très japonisante. Je me suis permise aussi de mettre toute cette déclinaison de la procession à Nantes, parce qu'il y avait un souci du coup d'avoir les estampes préparatoires à une estampe définitive. Et on a un petit témoignage, une lettre de Sagot à Janin du 19 décembre 1913, où il dit « Conformément à votre désir, j'ai regroupé sur un même montage les états de Lepère à joindre aux premiers états déjà fournis.
désireux d'éviter à l'avenir ces travaux et ces transports de pièces. Je vous communiquerai les épreuves terminées, toutes les fois cependant qu'il n'y aura pas entre les deux un intervalle trop grand. Vous savez qu'avec le père, cet intervalle est parfois de plusieurs années. Et si on attendait l'épreuve terminée pour fournir l'épreuve d'État, celle-ci serait encore à vous fournir. Pour le souvenir de Saint-Denis, j'ai fait ouvrir la place d'une seconde épreuve d'État, réservant votre choix dans ceci quand l'artiste me les aura remis. On apprend du coup par ce courrier que Doucet faisait monter ses estampes dans des cartons avec des ouvertures. Et les formats utilisés à l'époque sont toujours les formats que l'on utilise actuellement dans nos montages. Autre troisième gros corpus de bois, pour le bois, Jean-Émile Laboureur, dont on a aussi beaucoup de factures. Il a été initié à la gravure sur bois d'ailleurs par Auguste Lepère, qui publiera sa première planche dans l'image, qui s'appelle « Au Luxembourg, un bois au canif ». Et Laboureur a, je ne sais plus ce que j'ai mis comme image, a aussi fait des portraits de Toulouse-Lautrec, portraits de Marie Laurencin. On parlait du portrait tout à l'heure, et c'est un aspect important de la collection. En dehors du bois, il y a par exemple tout un œuvre très important d'eau-forte d'Achille Ouvray ou de Pointe Sèche de Marcelin Desboutins, avec une quantité de portraits d'artistes par d'autres artistes. Donc c'est un corpus très important. Après ces trois gros corpus numéraires, il me devait de parler des corpus les plus prestigieux. Donc, Émile Bernard, je ne m'étendrai pas plus dessus puisqu'on aura une communication par Laura tout à l'heure. Et d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune facture, aucune correspondance dans les archives, donc je serais bien en peine de donner des prix ou des dates d'acquisition, mais on sait qu'en 1913, toutes les estampes d'Émile Bernard avaient été acquises par le cabinet, avec donc des choses très rares, Mon premier bois. On a d'ailleurs l'image dans le jardin dont on a vu une autre couleur hier, il me semble. L'adoration des bergers ou Jeu d'enfants, qui est aussi un fragment d'un premier bois. Donc, il y a toute une polémique sur les dates aussi d'Émile Bernard, l'adoration des bergers qu'il aurait antidaté de 1885 pour apparaître avant Gauguin, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Autre, peut-être le plus ensemble prestigieux est celui de Paul Gauguin. Donc, Paul Gauguin a été acheté dès avant l'arrivée de Clément Janin par Jacques Doucet lui-même. On a par exemple cette facture qui n'est pas par contre datée, Paris le mai de Gustave Pelé, pour l'univers est créé. Avec, je vous ai mis, manie de bibliothécaire, la petite fiche correspondante des anciens fichiers où il n'y avait pas grand-chose. Gauguin, l'univers est créé, bois en couleur. Donc, qu'on a dû reprendre pour le catalogage en ligne qui s'est fait, je le dis ici, en 2006. C'est seulement en 2006 que les fiches papier ont été reprises informatiquement pour le catalogue, à partir donc de fiches assez succinctes, d'où les notices encore incomplètes présentes dans le catalogue informatisé. Une autre facture, celle-là datée de 1907 de chez Strolin, où on voit que Doucet a acquis 2 planches pour le sourire, à gauche, et la planche d'Otite et Papé pour 200 francs.
Donc on a 2 planches de ce sujet, l'une tirée par l'artiste lui-même, celle qui se trouve en bas, et l'autre tirée par Claude Roy, dont Gauguin n'était pas très content de par les couleurs trop vives. Donc voilà, Manille bibliothécaire, je vous ai mis une petite fiche. On voit les différentes écritures, donc les différents strates de compléments de ces fiches. Donc là, tout au début, c'était Gauguin, Otite et Papé, les dimensions bois qui a été réécrit en couleur 2 épreuves, et c'est tout. Et ensuite, ça a été repris, et les 2 fiches suivantes sont celles qui ont servi à l'élaboration du catalogue informatisé par la suite. Pour vous montrer la complexité un petit peu du catalogage. Alors, autre ensemble très prestigieux, les primitifs, les bois primitifs de Reims, dont je laisserai plus parler Céline cet après-midi, mais il me devait de montrer ces images magnifiques donc de Reims qui a été acheté dès le début par Doucet lui-même aussi, Vlaminck, Dufy, et pour Matisse, on a une archive montrant le prix de 100 €. Pour de Reims, on n'a pas grand-chose non plus dans les archives concernant les prix et les dates d'acquisition. Alors, à côté de ces 2 gros corpus numéraires et prestigieux, il y a une quantité incroyable de graveurs sur bois que j'ai essayé de classifier. C'était pas facile de trouver des dénominateurs communs, donc j'ai essayé de faire 3 gros ensembles, les illustrateurs, les japonisants et les étrangers, sachant que forcément il y a des interférences entre ces groupes, mais c'est une manière de montrer, de faire un petit peu un panorama de ce qui existe. Alors, j'ai tenu à montrer les illustrateurs parce que Clément Janin, critique d'art, est aussi un éminent bibliophile et un ardent défenseur du livre illustré. Il n'a jamais relié la gravure d'interprétation. On peut mentionner à cet égard le carton d'estampes publié en 1919, mais qui avait commencé en 1913 et qui aurait dû, s'il n'y avait pas eu la guerre, être publié plus tôt, donc gravure d'interprétation, pour laquelle il a fait une préface. Et donc j'ai sorti deux artistes assez importants représentés dans la collection. Louis Joux, qui est un Espagnol qui est venu travailler en France et s'est installé en France et qui a rencontré directement Clément Janin. On a une petite note, René Jean, qui souhaite présenter à Clément Janin Monsieur Joux, auteur de très belles et expressives gravures sur bois. Donc il a beaucoup travaillé, il a été typographe aussi, il a beaucoup travaillé pour l'illustration de livres. Donc gravure en noir. L'autre artiste que j'ai sorti, c'est Pierre-Eugène Vibert, dans un style totalement différent, puisque c'est un graveur au trait en couleur et en camailleux, dont Clément Janin a fait un éloge dans la revue Le Siècle en 1910. Donc, plusieurs autres artistes peuvent être rangés dans cette catégorie. Il y a Jacques Bertrand, Dubré, mais j'ai sorti ces 2 exemples assez différents pour aller assez vite. Donc la deuxième grande catégorie, ce sont les japonisants. Et j'ai exhumé tout d'abord Prosper Alphonse Isaac, parce que j'ai retrouvé cet album contenant 65 estampes d'Isaac, cotées en folle estampe 397, donc non pas dans les estampes en feuilles, les estampes en feuilles sont cotées en EM, et donc qui comprend 65 estampes collées dans cet ouvrage relié. Et
sur la première planche de laquelle a été collé le tiré à part de l'article de Isaac dans la revue Art et Décoration de 1913, où il explique en plusieurs pages, en 7 pages, toute la technique de la gravure sur bois à la manière japonaise, parce qu'il faut savoir que Isaac est allé passer plusieurs mois au Japon pour apprendre avec des maîtres japonais cette technique, et il explique vraiment en détail, en mettant les outils, les techniques, toute la procédure de fabrication de ces estampes japonaises. Autre exemple d'artistes japonisants, Amédée Joyaux, pour lesquels on a aussi des archives et pour lequel Clément Janin a fait paraître un article dans l'annuaire de la Revue française en 1913, avec des styles donc assez différents, autoportrait toujours, et puis des choses très japonisantes, avec son premier essai de gravure sur bois en 1895. Adolphe Beaufrère, dont j'avais sorti l'estampe originale hier soir. Donc Adolphe Beaufrère a assez peu travaillé le bois. On a une vingtaine de gravures sur bois, mais celles-ci sont assez rares et très représentatives donc, de l'esprit japonisant de l'artiste. Donc ces planches ont été achetées 35 francs pour les épreuves en noir, 70 francs pour les épreuves en couleur. Et ce sont des tirages très confidentiels puisque tirés seulement à 5 épreuves. Adolphe Beaufrère donc, a composé différents sujets, dont cette incroyable buveuse de cidre en 2 couleurs, en noir et en couleur. Je passe assez vite. Et donc, pour Beaufrère, on a toute une correspondance attestant qu'au départ, ces acquisitions avaient été faites par l'intermédiaire du marchand des Moulins, mais que Clément Janin demande à Beaufrère s'il ne voudrait pas plutôt traiter directement avec l'artiste, ce qui finalement a fini par se faire. Autre exemple d'artiste japonisant, Pierre-Georges Jagneau, dont on a une facture, 15 francs et 30 francs, donc moins cher. Donc la toilette était indiquée comme le miroir sur la facture. Je suis désolée pour ça. Enfin, je montre beaucoup d'exemples pour avoir un petit peu un panorama visuel de ce qui se trouvait dans la bibliothèque. Et pour Jacquin, artiste important parce qu'il ne se trouvait pas à la Bibliothèque nationale, j'ai exhumé aussi un ouvrage donc, coté non pas en EM, mais en folle estampe 625, Le chêne et le roseau, donc illustration de la fable, pour lequel Jacquin a tout élaboré, la relure et les illustrations du texte. D'ailleurs, Clément Janin, je ne sais plus dans quel article, a fait un éloge de ce recueil, intitulé 2 livres d'artistes. Il y avait celui-là et un autre de je ne sais plus qui. Et du coup, Jacquin répond « Mon cher ami, je suis heureux que ma plaquette vous ait fait plaisir, etc. » Donc, les autres exemples sont issus des collections en estampes modernes.
Et j'ai oublié de mettre les cotes. OK. Donc, j'arrive sur les artistes étrangers et je n'ai plus que 2 minutes. Donc, je pense que je vais passer beaucoup d'images. Donc, les artistes étrangers, globalement, pour les artistes allemands, tchèques, ont été achetés par la galerie Arnold. Pour les autres artistes, il y a eu beaucoup d'échanges directs avec les artistes suite à leur rencontre dans les salons des indépendants, salons d'automne. Donc, Ethel Mars, Edna Hopkins, Karl Tiemann, qui lui écrit une lettre de Munich, Verpieux, Bertha Zuricher, que l'on retrouve, Alice Bailly, autre Suisse, Vallotton, Schmidt, qui traite aussi directement avec des prix relativement importants, 500, 250 francs. Émile Orlik. J'ai fait un petit slide sur les absents parce que c'est assez étonnant qu'on n'ait pas d'estampes d'Henri Rivière, mais apparemment, à l'époque où Clément Janin voulait en acquérir, elle n'était pas disponible. Et d'autre part, j'ai été étonnée de ne pas trouver de bois de Munch. Et pourtant, la galerie Arnold avait proposé toute une liste d'estampes dans laquelle Clément Janin n'en a retenu que 5 et qui ne sont pas des bois. Il faut dire qu'on se trouve à la fin de l'année 1913 et les acquisitions vont cesser après. Donc, c'est peut-être une raison. Alors, après, j'avais toute une partie sur les gravures sur bois publiées dans les publications périodiques, que je vais passer assez rapidement. Donc, dans plusieurs publications périodiques, on trouve énormément d'artistes qui ne se trouvent pas dans le cabinet d'estampes modernes cotés en EM. Donc, c'est assez intéressant. On trouve des artistes... je vais essayer de passer assez rapidement. Donc, vous avez la liste des publications dans lesquelles se trouve le plus d'estampes en gravure sur bois. Donc, dans l'estampe originale, on trouve des Vallotton, des Auriol, Pissarro. Dans l'imagier, on trouve, donc c'était la question de tout à l'heure, on trouve des estampes de Seguin, d'Espagna, Delcourt, Jarry, Gourmont, Émile Bernard. Dans la revue Perrin-Dérion, rédigée par Alfred Jarry aussi, on trouve étonnamment un bois d'Émile Bernard aux côtés d'estampes anciennes, montrant l'affiliation avec la gravure traditionnelle de l'imagier. Dans l'image aussi, 9 bois sont présents. Dans l'estampe et l'affiche, donc dirigée par Clément Janin, 2 bois. Dans l'œuvre et l'image aussi, toute une liste. Dans les Jahresmappe, je m'arrête un peu plus parce qu'il y a 32 gravures sur bois sur 142 estampes, donc soit plus de 20% de gravures sur bois, dont le fameux coussin de Kurzweil ou des estampes de Karl Tiemann, Karl Moll, Joseph Steinzner, qui ne sont pas présents dans les estampes du cabinet en feuille. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a d'autres artistes qui sont représentés ailleurs que dans le cabinet même côté en EM. Et puis j'ai mis l'album Germinal aussi, avec Behrens, Vallotton. Vallotton est assez souvent représenté dans ses publications en série. Et puis aussi, j'ai exhumé les Foreningen für Grafikkunst, la publication suédoise, où on trouve des artistes suédois absolument inconnus du cabinet, Peterson, artiste allemand, Sundors, et on retrouve Bergström qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a dans cette publication une estampe de Zorn à vérifier. Je me suis focalisée sur le bois, mais il me semble qu'il y a Zorn. Et j'ai voulu terminer par des ouvrages reliés d'un artiste aussi qui n'est pas du tout représenté dans le cabinet en feuille, William Nicholson, donc, qui a fait 2 publications, les types londoniens et puis un almanach pour les 12 sports.
parce que cet artiste a remporté un prix aux Jeux Olympiques dans la section art graphique, parce qu'entre 1912 et 1948, il y avait un pentathlon des muses, il y avait des prix pour les artistes dans les 5 sections, littérature, musique, etc. Et William Nicholson a remporté un prix. Et c'est assez intéressant parce que c'est une esthétique assez proche de Versacrum avec ses gravures carrées, format carré. Donc très rapidement pour conclure. Donc, à côté des pièces maîtresses parmi les grands noms qu'on a évoqués, Gauguin, Vlaminck, Matisse, qui sortent pour les expositions, on trouve des corpus assez importants. Lepère, Collin, Hopkins, Tiemann pour les étrangers, qui sont vraiment importants pour la constitution de ce cabinet et aussi pour l'histoire de la gravure de cette époque. La publication en portfolio est vraiment aussi à étudier. Et l'étude du cabinet d'estampes modernes doit se faire conjointement avec celui des autres fonds de la bibliothèque, et notamment ceux des livres illustrés, car de nombreux graveurs, surtout sur bois, sont présents dans les fonds des livres illustrés. Enfin, la constitution de ces fonds est intimement liée à la personnalité de Doucet et Clément Janin, puisqu'on a vu que la gravure d'interprétation, la gravure d'illustration est très présente grâce au goût de Clément Janin. Donc, plus qu'un musée regroupant uniquement des chefs-d'œuvre pour la délectation des amateurs, le cabinet est surtout un lieu d'étude mettant à disposition des chercheurs des planches représentatives des différentes techniques, en l'occurrence ici du bois. Il est indéniable qu'il y a des manques, mais c'est sans doute dû à la date de fermeture de la bibliothèque en 1914, et les manques n'ont pas forcément pu être rattrapés parce qu'on sait que les acquisitions ont repris surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'entre 1918 et on a des inventaires à partir de 1949 pour les estampes, et entre les deux, il y a un petit peu un no man's land d'acquisition. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet incroyable panorama de la gravure sur bois dans le cabinet. On va prendre quand même quelques minutes pour la discussion. Y a-t-il des remarques ou des questions? Emmanuel? Ça marche, oui. C'est très intéressant, en effet, cette question de la gravure sur bois. Et on voit bien, en réalité, que cette gravure sur bois, on parle toujours de cette espèce de grand... on globalise comme ça, cette espèce d'entité, est traversée par, en fait, des antagonismes assez nets. Moi, j'en vois deux. D'une part, le japonisme. Il y a toute une tendance qui regarde du côté du Japon, de Kusai, etc. Donc, un renouveau de la gravure sur bois par le japonisme, qui est présent vraiment partout et dans des revues comme l'Estampe originale, l'Estampe et l'affiche. Et puis, une autre chose qui, à mon avis, qu'il faut absolument distinguer, c'est-à-dire une tendance archaïsante, une redécouverte de la xylographie médiévale, et là qui vraiment distingue les revues de Gourmont et de Jarry, c'est-à-dire l'Imagier et Perrin-Derion, qui sont vraiment pour le coup beaucoup plus là, pour lesquels le qualificatif de primitivisme enfin, est beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire vraiment la gravure sur bois comme origine de la gravure, et puis origine tout court à la limite. Donc je crois que là, il y a vraiment un distinguo très net à faire. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que pour bien comprendre le succès d'un Lepère, par exemple, qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'il est présent... Tout à l'heure, Victor nous parlait des kilos d'estampes. Ça m'a intéressé, le fait que ça
me frappait le fait que l'estampe se vendait au kilo, comme je vais vous envoyer 6 kilos d'estampes, mais le père, c'est au kilo dans toutes les collections de cette époque. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler du travail d'illustrateur. Alors en effet, vous avez distingué une section illustrateur, mais le père est un illustrateur particulièrement prolifique et ça lui donne un réseau gigantesque de sociabilité, un réseau culturel énorme auprès des critiques, des écrivains, des journaux, parce qu'il illustre, il travaille énormément dans les journaux, dans le livre, et la gravure sur bois, c'est techniquement l'une des applications, si vous voulez, une technique privilégiée de gravure pour l'accompagnement des textes et dans les livres et les journaux. Donc cette dimension livresque de la gravure, je crois qu'il ne faut vraiment jamais l'oublier, ne serait-ce que pour comprendre la place des estampes en feuilles dans les collections. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que je viens de dire. Alors, je me permets de glisser une question, du coup, en lien avec celle d'Emmanuel. C'était extrêmement intéressant ce que vous avez montré à la fin des différents portfolios. Et ça rejoint un peu la question de Victor tout à l'heure du double portrait de Käthe Kollwitz qui était à la fois dans les Jahresmappe et acquis par ailleurs. Et est-ce que vous avez trouvé trace, ou est-ce qu'il serait possible de trouver trace, c'est-à-dire que, est-ce que comme de toute façon ce sont des abonnements, finalement ils y accordent assez peu d'importance et il y a une politique d'acquisition qui en est complètement distincte, et ce qui peut expliquer que certains artistes absents des collections sont présents dans des portfolios d'abonnement, ou est-ce que parfois les portfolios d'abonnement pourraient être à l'origine, si on le feuilletant, ils se disent « Ah bah tiens, celui-là finalement nous plaît bien », et à l'origine de la constitution d'une collection par feuille, parce que vous avez montré Thiemann dans les Jahresmappe, qui est aussi collectionné par ailleurs. Alors, je n'ai pas fait attention aux dates, donc je ne sais pas dans quel sens ça se fait, mais le lien entre les deux est quand même intéressant de la manière de constituer une collection. Je n'ai pas trouvé de date d'acquisition réelle de ces portfolios. Les Jahresmappe, je n'ai pas parlé non plus des Graphischen Kunst, mais je pense que, vu les dates, Clément Jeannin a dû les acheter rétrospectivement jusque dans les années... Moi, je pensais qu'il était abonné, en fait, parce que les Jahresmappe, je ne sais pas, Victor, si tu as vu passer des choses... Oui, mais en fait, ces premières années, enfin, les premières années, c'est avant, quoi. On a des 1903, 1908. Donc, je pense qu'il a acheté en rétrospectif un lot et qu'après, il a été abonné pour la suite. Enfin, c'est mon sentiment... Je sais pas, le micro, pour Victor. Oui, la chose qu'il faut préciser, c'est que Clément Jeannin a donc écrit dans les Graphischen Kunst, qui est un organe édité par la Société des Arts Reproductifs de Vienne, qui édite la Jahresmappe. Donc il commence à écrire dès les années 1900 pour cette revue. C'est vrai que ces dates d'acquisition sont inconnues, mais on peut se douter qu'il recevait, il était probablement membre de cette société, il la recevait à titre de Grund, comme ils appelaient ça. Et puis il y a eu un vers... Enfin, je sais pas, c'est mystérieux. En tout cas, je pense ça peut être sa collection personnelle qui est passée à la bibliothèque. Je l'ignore complètement. Mais j'ai appris hier que plus tard, dans le XXe siècle, il avait encore donné des choses. Donc moi, j'ignore tout du passage de ces documents. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier Clément Jeannin, écrivant sur l'art français en Allemagne. Toutes les connexions autour de cette société sont intéressantes. En Allemagne et en Autriche, du coup. Moi, je suis très contente d'apprendre qu'en fait, on a le recueil suédois qui, moi, j'ai cherché pendant 2 mois. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis très contente de devoir mettre à jour. J'ai dû l'exhumer il y a 3-4 jours. Donc. Ah, d'accord. Heureusement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la conclusion. C'était extrêmement intéressant. Vous avez parlé... pardon, puisque je modère, je me permets de faire durer la discussion, c'est moi qui décide. Mais quand vous aviez parlé de vos lubies bibliothécaires en montrant les fiches, en fait, c'est assez central. Vous avez évoqué à un moment
les montages que proposait Sago. Il y avait la question de comment c'était classé et toujours autour de cette manière de collectionner des liens entre les feuilles uniques ou pas, etc. La question de savoir qu'est-ce qui était monté avec quoi, qu'est-ce qui était rangé avec quoi, comment c'était classé, parce qu'en fait, pendant tout ce colloque, on essaye par nationalité, par auteur, par technique, mais est-ce qu'il y a des traces de comment c'était classé à ce moment-là? Les différents états étaient volontairement montés, comme je le précisais, sur un même support, et ce qui pose d'ailleurs des problèmes de conservation actuels, parce que parfois ça se superpose. Donc ça abîme le... Oui, on est obligé du coup de changer ces supports parce qu'il y a des superpositions. Voilà. Il y a même parfois 2-3 estampes de différents états, l'une sur l'autre. Enfin, c'était un souci de conservation autre que celui de notre 21e siècle. D'accord, merci beaucoup. Ah, pardon, Philippe. Merci. Vous avez rappelé que le cabinet avait aussi pour vocation de documenter l'histoire des techniques de la gravure, etc. Et je m'interrogeais sur l'exposition 1902 à l'École des Beaux-Arts et sur justement ces 400 ans. C'est bien. Est-ce que ce catalogue a pu servir de référence pour s'assurer d'avoir bien toutes les étapes de la technique et des grands noms dans le cabinet? Alors, ce catalogue avait 3 grandes parties, la gravure ancienne, la gravure moderne et une grande partie sur la gravure japonaise. J'avoue que je n'ai pas vérifié dans les estampes modernes si on avait acquis ce qui avait été présenté, mais il est certain que ça a dû être quand même un outil, et il est certain qu'en 1902, Doucet, Clément Janin ont vu cette exposition qui était quand même une exposition phare à l'École des Beaux-Arts sur la gravure sur bois. Donc je pense qu'elle a eu une influence importante. À savoir que Doucet possédait une collection d'estampes japonaises qui a prêté souvent à des expositions et dont on n'a absolument plus d'informations, donc elle a probablement été vendue de façon autonome. Oui, parce que c'est vrai que dans les manques, je soulignais Rivière, Munch, mais effectivement, on n'a pas non plus d'estampes japonaises en feuilles, ce qui est assez étonnant. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, pour clore cette matinée, nous allons regarder ensemble une intervention qui a été filmée. Donc, l'intervention de Natalia Lauricella, donc, qui est lecturer au sein du département d'art et d'histoire de l'art de l'Université de Stanford, qui a contribué à plusieurs expositions sur le futurisme italien ou sur la Rose-Croix au musée Guggenheim à New York, et qui est titulaire d'un doctorat obtenu en 2021 donc à l'University of South California, qui étudie l'histoire de l'imprimerie en se focalisant sur l'Europe du 19e siècle. Et elle travaille aujourd'hui tout particulièrement sur la question des réseaux entre marchands-éditeurs, imprimeurs, artistes, dans le cadre de la commercialisation d'éditions limitées de lithographie en couleur, donc ce qui a contribué au développement du marché de l'art en France dans les années 1890. Et donc son intervention, qui va être diffusée à l'instant, porte précisément sur les innovations en matière de lithographie en couleur à propos des épreuves de Toulouse-Lautrec. Et donc je vais vous laisser la place à l'écran. Hello from San Francisco. I am sorry not to be present at this study day in person, but I am delighted to participate from afar. Many thanks to Ilaria and Pascal for the kind invitation to share my study of Toulouse-Lautrec's prints in relation to my ongoing work on lithography, labor, and process. And my thanks to Alix, Mathilde, and other colleagues at INHA for coordinating my presentation. Let me begin. From a dark and nebulous surrounding emerges a vibrant though amorphous form.
As our eyes grow accustomed to the scene, we see that the central shape is a figure who appears to be floating, as if she has wings dipped in gold and adorned with colorful splashes of blue, purple, and red. This is Henri de Toulouse-Lautrec's 1893 interpretation of the dancer Loie Fuller's inventive dance style, which she debuted in 1892 at the famous Folies Bergère in Montmartre. Knowing this context, we can make out the stage platform beneath her feet and the silhouette of an upright base in the right foreground. Lautrec captures the dazzling energy of Fuller's performance, in which she donned a voluminous dress, twirling her sleeves as multicolored lights illuminated the white of her costume. Yet, Lautrec's nearly abstract image is as much about capturing the visual effect of Fuller's performance as it is about the display of his innovations in the medium of color lithography. The rectangular shape of the print highlights the surface of the lithographic stone, its edges clearly visible on the bottom and on the right. The pictorial flatness of the image is also characteristic of Lautrec's work in lithography, and we see how he built up the scene through layers, in this case, textures that create the scene's atmospheric effects. The outline of the stage and the instrument are covered by the splattering of ink, as is the dancer's colorful garment. Lautrec completes the composition with a metallic dusting that gives the final print its alluring gleam. Though this print is a color lithograph, a medium designed for efficient and mass reproduction, it is unique, one of 60 impressions that Lautrec created of this subject. Working in the print shop of Edouard Ancourt, Lautrec pulled 60 different impressions from the same 5 stones, using different combinations of color, yellow, orange, mauve, green, rose, blue, and the nuanced tones created through their layering and juxtaposition to achieve distinct iterations of the scene. 5 of these 60 impressions are held in the Collection Jacques Doucet at the Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, part of the collection's rich holdings of prints and posters by the artist, numbering around 270. An artist who moved fluidly between painting, drawing, and printmaking, Lautrec is in many ways most well known for his prints, particularly because he was so prolific and experimental in color lithography. His prints have been the subject of much academic and curatorial attention, particularly valued for the light that they shed on the visual culture of fin de siècle Paris and its cabaret and café-concert, original performances, celebrity dancers, and singers. While recent scholars have noted the avant-garde elements of Lautrec's lithographs in general, few have devoted studies to his printmaking as a whole, his techniques, his process, his relationships with printers, and the importance of the space of the print shop to his inventive work in lithography. In this paper, I will draw on the prints from the Doucet collection to explore Lautrec's innovations in color lithography, to argue that the medium, with its technical complexity and formally exciting possibilities, and the communal and collaborative space of lithographic print shops were productive and essential to Lautrec's creative practice. Lautrec's prints date from the final decade of the 19th century, a period in France when many avant-garde artists experimented in the realm of printmaking. Painters known as the Impressionists, Neo-Impressionists, Symbolists, and Nabi turned in particular to color lithography, a medium that appealed to them because it required little technical involvement on the artist's part and easily functioned as an exciting extension of their chromatic explorations. Working outside of any established group, Lautrec's prints stand alone in his use of simplified forms, texture, pattern, cropping, and color. And contemporaries immediately recognized the unique nature of his work. In his influential 1898 text, La lithographie originale en couleur, art critic André Maleriot wrote of Lautrec that the artist, quote, demands to be considered first, end quote, amongst the numerous artists exploring color lithography in the period. He went on, Lautrec, quote, has contributed in a powerful way to the creation of original color lithography, both from the point of view of conception and of craftsmanship, end quote. So what exactly made his work in lithography so aesthetically innovative?
The medium might have originally attracted the artist because of its proximity to drawing. Lautrec's prints capture the artist's sure hand, his confident gesture, and the rapidly sketched lines that convey a scene, a figure, and expression. His prints and posters often feel playful and spontaneous, as if drawn on a whim with little planning and a lot of energy. He did not shy away from more complex and multi-figure scenes, and even in such compositions, Lautrec dramatically cropped and flattened space and radically simplified form. Figures are often merely conveyed through a thin outline. In these two prints, the artist expertly employed large swaths of white, the white of the paper, the absence of color known as the reserve, to portray the central figures. The addition of pattern on the wallpaper, the bedspread, and the woman's skirt creates texture and dimension in the scenes. Lautrec used the reserve in his posters as well, as is evident in his advertisement for the English dancer Mae Milton's tour of the US. Against a deep blue background, the white of her dress dominates the scene. Notice the outline and pleats of her dress and the steep incline of the stage, all conveyed with simple and confident lines. Through minimal gestures, Lautrec creates a multi-dimensional and dynamic representation. In other instances, Lautrec uses blocks of color to capture dramatic silhouettes. Here are two examples in which our eyes are drawn to the central figure, an angular block of red in the case of May Belfort, and a more fluid and sinuous black shape in the case of Jeanne Avril. The solidity of these central shapes renders them nearly abstract. Particularly through these dominating blocks of color, Lautrec achieves a flatness in each of these scenes. He also excelled in the use of crachis, a method for applying color to lithographic stone that created a splattered or mist-like effect, ideal for adding texture and atmosphere to a scene, as you can see in this print, especially in the background. And I'm going to get into greater detail about this method later in the talk. Even within the vibrant world of printmaking in the 1890s, Lautrec's color lithographs stood out. Writer and art critic Noël Clément-Janin described him as an artist with a quote-unquote rare sensibility and as a quote-unquote improviser. In preparing for this talk, I wanted to explore Lautrec's work in color lithography to illustrate his deep knowledge and appreciation of printmaking techniques. The question of his process, how he made these images, is essential, I want to argue, to how we understand the innovative quality of his work in color lithography. Indeed, as Malario noted, Lautrec's contribution to the growing popularity of original color lithography had as much to do with the conception behind each print as it had to do with his craftsmanship or technical execution. Written accounts of how Lautrec worked are rare. One exception is a remark from the publisher Julius Meyergraff, captured by Clément-Janin in his unpublished notes for a 1913 conference on the history of French printmaking at the Hôtel Jacques Doucet. Meyergraff stated, quote, "Most of Lautrec's plates were created in a small printing house in Faubourg Saint-Denis, without any preliminary study. He works with surprising ease. The poster must be provided in the afternoon. At 10 o'clock, he arrives, his head still heavy from the long stays in the night cafes from the day before. The stone is ready. He draws what he says," end quote. As Meyergraff alludes, Lautrec worked directly on the lithographic stone, rather than using the special transfer paper offered to artists to facilitate their work. I'm showing you here a lithographic stone from the Musée Toulouse-Lautrec in Albi. From it, we get a sense of his workspace and the way he applied line confidently, almost casually, to the stone's porous surface, as if it were a sheet of paper. Given the scarcity of written records on Lautrec's printmaking practice, I want to turn instead to the highly technical process of lithography, which I posit can give us insight into his method and the commitment that he made to the intricacies of the medium. First of all, he was always working in reverse, meaning that the composition he drew on the stone surface would eventually transfer to paper as its mirror image. Lautrec thus sketched an image on the stone with self-assurance, while he simultaneously envisioned the final outcome in reverse.
In this way, working in black crayon, Lautrec improvised directly on the lithographic stone, an unforgiving surface in itself. Working with great care, Lautrec would have needed to place something, a piece of paper or wood, always beneath his hand so as not to transfer his oils onto his drawing surface. At right, I'm showing you Lautrec's print of the painter and printmaker Adolphe Albert, who sits near a window, at work on a lithographic stone, tilted at an angle. Given that the artist wears his hat and coat, we might wonder whether he is visiting a print shop, drawing or making adjustments to an image on the stone with a brush or crayon in a quiet corner of a busy setting, while printers are at work around him. This is a scene in which Lautrec would have often found himself. Lautrec would have employed various techniques and tools to apply line onto stone. On the left is an image of lithographic lines from Le Mercier printer Edouard Duchatel's 1893 treatise on artistic lithography, wherein he describes the various ways to achieve drawn line on the stone surface. The lines were applied here using crayons of varying thicknesses. Lighter and harder crayons have less grease than softer crayons that produce darker and richer lines. On the right is another stone from the Musée Toulouse-Lautrec, and we are fortunate to have this example, as well as the one I showed you a moment ago, as typically lithographic stones were ground down and reused. Lautrec favored the lithographic crayon and may have used a tablet, a sort of wider square crayon that can be used on its side for broader tonal ranges, to fill in an area for a more expressive gesture. Note the thicker lines behind the figure's head on Lautrec's stone, which are similar to the swaths of crayon around and beneath the image of the house in the lower right of Duchatel's didactic image. These marks were likely made with a tablet. From Lautrec's stone, we can surmise how at ease the artist was with these materials, adept at working with lithographic crayons directly on stone rather than drawing on transfer paper and relying on a printer to transfer the image. Many of Lautrec's prints and posters were made in color, with ink applied to each separate stone during the trial-proof process and the final editioning. An image such as this one from Elle, published by Gustave Palais and printed by Auguste Clos, would have required 6 different stones with individual colors layered one after another on the paper. Lautrec would have needed to envision the separate parts of the image, likely using faux décalque or transfers from the keystone or maîtrise as a guide for preparing each stone. Typically discarded after a print was editioned, color progression proofs are difficult to find. The Département des Estampes et de la Photographie at the Bibliothèque Nationale de France, however, has a strong collection of such proofs, which provide a sense of the artist's creative process, as discussed by Valérie Sueur-Hermel in her essay for the catalogue that accompanied the 2019 exhibition on Lautrec's work in Paris. This series of 8 proofs shows the decomposition of color for Lautrec's print of Mademoiselle Marcelle Lender. Each color here required its own stone. So for instance, the orange stone would contain only the parts of the image to be printed in orange, the same with gray, pink, green, blue, yellow. To make matters even more complicated, Lautrec would have needed to draw the image on the stone itself with a black crayon. Color was only applied by the printer when inking up a stone for printing. Lautrec would have worked closely with a professional printer at this stage, relying on the printer's help to prepare the separate stones and to mix color inks and ink up each stone for the trial-proof process. Though Lautrec is known to have been intimately involved in printmaking, there were nevertheless steps that he could not complete without the assistance of a professional printer, one Lautrec trusted to know what he hoped to achieve in color lithography. As I mentioned before, he also became fascinated with crachi. So how exactly did this method work? The image at left is from Duchatel's manual, illustrating the process of crachi. He writes in his treatise, quote, "The dotted lines that cover this figure are made using a rain of ink. This rain is obtained by passing over the cutting edge of a knife blade, the bristles of a toothbrush or a nail brush, well soaked in lithographic ink. The shorter and harder the bristles of the brush, the finer the spit falls on the stone.
Artisans who use brushwork to make posters and who, consequently, have a larger surface area to cover, replace the knife blade with a tool that we call a spitting grid, which has the shape of a small square racket made of wire. They pass the brush in the middle of the quadrille, and the rain of ink is obtained very easily and, above all, much more quickly, end quote. The tools that Duchatel describes here were illustrated in Alfred Lemercier's 1899 manual on lithography, a knife blade we see at the top right and the grid on the bottom right. Lautrec used the crashi technique to adorn these two prints. On the left, the addition of the rain of ink adds atmosphere and texture to the scene, contributing greater dimension on top of hastily drawn lines and the broader gestures achieved with a tablet or the side of a crayon. On the right, crashi plays a more narrative role. Here it is used to represent a new form of paper called confetti, advertised in this poster. The hands throwing confetti on the central female figure echo the gesture of the artist covering his poster with a shower of lithographic ink. So I'm bringing in these details of the lithographic process to convey Lautrec's experimentation in the medium. He explored novel and creative techniques until he became comfortable with lithography's complexities. Lautrec's investment in the medium was unusual for the time. Though many artists worked in lithography, few embraced the challenges and technicalities as fully as Lautrec. Yet, given lithography's chemical processes, numerous tools and materials, and myriad complex steps, we know that Lautrec could not have taught himself these methods, nor could he have executed his editions without the help of a printer. So I want to turn now to the people with whom Lautrec printed and the spaces in which he worked. This image is familiar to us all, a glimpse into the world of printmaking in the fin de siècle. An amorphous block of red, typical of Lautrec's flat colors, dominates the scene. The cloak trimmed in black envelops the famous singer Jeanne Avril, who wears a feathered and festive hat. She inspects a print pulled from a hand press operated by a printer who turns its star wheel so that the prepared stone and paper pass beneath the pressure bar. A sponge and bowl of water sit next to the press bed, recently used by the printer to moisten the stone to keep it from burning. Beneath the press are two ink rollers, black and green, placed out of the way after the inking up of the stone. Based on this familiarization with the setting, Lautrec depicts the printer, press, and the accoutrement of printing carefully and precisely, with the goal of capturing in this print the very materials, tools, and people involved in its crafting. While the central focus of the scene is Avril's quiet assessment of the print she grasps, behind her is a flurry of activity at the busy hands of the printer, who is outlined in a thin green line, the contours of his shirt and pose defined with only a few carefully placed marks. Though certainly less well known than Avril, the printer, Père Cotel, was an important figure to Lautrec. He was the printer of André Marty's influential print album L'Estampe Originale, for which this image was the cover, along with other prints by Lautrec. Indeed, the artist's prolific output was in part due to his close working relationship with Cotel and later printers. Recall in the description from my graph that I quoted earlier that most of Lautrec's prints were crafted, quote, in a small printing house in Faubourg Saint-Denis, end quote. This is the address of the Imprimerie Edouard Doncourt, the print shop at 83 Faubourg Saint-Denis that employed Père Cotel. According to Lautrec's biographers, soon after the artist first began to work in lithography, he became utterly obsessed, visiting the printer every morning. He often worked on the stones in the comfort of his home and studio, requesting prepared stones be delivered so that he could work out his drawings before sending them back to the printer. Lautrec would not be far behind, showing up to oversee the printing and partaking in the trial-proof process wherein color inks were selected and adjusted. He would sometimes ask for a stone to work on within the print shop. The environment offered the artist camaraderie, and he became friends with the printers and press operators. It was also educational. He learned techniques, materials, tools, and ways to problem solve from the professionals in the room. The Imprimerie was an important site for the artist's aesthetic and technical experimentation. In this well-known image, the artist captures the importance of this space to him and the significance of his beloved printer.
It was not long after this that he stopped working with Père Clotel, who retired from the Imprimerie in 1893. The majority of Lautrec's prints from 1893 onwards were printed by Henri Stern, who became a close friend and drinking companion. Along with Clotel, Duchâtel, and Clos, Stern was a respected printer in the period, named in André Malherio's 1898 text, in particular for his extensive work with Lautrec, and as a printer who has, quote, proved himself many times and in good company, end quote. This 1899 poster of Jean Avril is a rare moment in which we see the name of the printer, H. Stern, acknowledged on the print. And the other print of the Modiste René Vert bears not only the artist's signature at the bottom left, but a dedication to the printer, A. Stern. Beyond such moments of recognition, the exact nature of the relationship between Lautrec and his printers remains nebulous. We do not know exactly how he worked with them because there are no surviving letters indicating their process. Yet this absence of archival material is itself significant because it suggests that there was perhaps no need for extensive correspondence, which was a product of distance between print shop and artist, as was sometimes the case with Maurice Denis or Paul Signac, a topic I've written about elsewhere. Unlike many of his contemporaries, Lautrec would have likely given his feedback to his printers in person in the Imprimerie. Some archival material from the period, however, does shed light on how Lautrec worked with printers and the significance of these printers and the print shop for his life and career. Letters in Lautrec's published correspondence reveal how often Lautrec was at the Imprimerie Ancourt working with Stern. Writing to the publisher André Marty in January 1894 about quote-unquote Art Yvette, referring to the Yvette Gilbert album, Lautrec notes, quote, I have some proofs to be inserted into the text. I shall be at Ancours tomorrow afternoon, Tuesday around 3 o'clock. Try to come, end quote. A few months later, Lautrec follows up, writing to Marty in June 1894, quote, my dear Marty, I shall sign the proofs tomorrow, Tuesday, from 3 to 4 at Ancours, and I should like to see you there, end quote. Several notes from Lautrec to Léon Deschamps, the editor of La Plume, publisher of prints and posters, and the organizer of the Salon des Cent exhibitions, ask him to meet the artist at Ancours to discuss ongoing projects and to pick up proofs. Because Lautrec spent so much time in the Imprimerie, the artist thought of this space as a place to meet with visitors, even to conduct his affairs. Stern was also called upon to represent the artist and his interests. In a letter from November 15, 1898, to the publisher Gustave Palais, Lautrec alerts him that in a few weeks Stern would be coming by to pick up, quote, unsold copies on deposit with you, end quote, and to collect the funds for sold prints. In other instances, Stern acted as a representative for Lautrec, assisting in the sale of his art. There are several pieces of related correspondence in the archive of the dealers Sagot-Le Garec, including this penned letter from Stern, complete with an elegant letterhead, from March 1898, inviting Sagot to visit Lautrec's home to purchase prints. The relationship between the printer and dealer was clearly established, as Stern invites Sagot to come by 2 hours before the time given to other dealers. Other letters suggest that Stern sold prints directly to Sagot, implying that the printer had himself become a dealer of the artist's work. Though we have little information in terms of, or documentation in terms of how exactly the prints and posters by Lautrec entered into the Collection Jacques Doucet, it is possible that Stern himself or Ancours' firm played a role in the sale and distribution of Lautrec's prints during his lifetime and afterwards. Lautrec remained dedicated to printmaking and to his printer for the remainder of his life. Even when the artist's health continued to deteriorate, one of his commitments involved overseeing the production of his own work at the print shop. For his part, Stern remained a close associate until the artist's death in 1901 at the age of 36. In the artist's published correspondence, Stern is a recurring figure, mentioned as visiting the artist every Sunday for lunch. Given Lautrec's aesthetic innovations in color lithography and his deep interest in the technical aspects of the medium, it is not surprising that the printer and the print shop would remain important fixtures in his life. I hope, however, that this talk has also introduced the ways in which a consideration of the role of the printer
and the print shop can enrich our study of the artist's work in color lithography. In this case, we might see the vast scope of Lautrec prints and posters in the Collection Jacques Doucet as a testament to and reflection of the artist's innovative practice in the medium, facilitated by his fascination with experimenting in lithography and the cultivation of his skills by printers in the collaborative space of the imprimerie. Thank you.